Comme chercheur dans un domaine controversé comme les OGM, il y a plein d'obstacles. Plein d'obstacles. Regardez ici, il y en a qui rient là. C'est drôle. C'est drôle, mais tout est faux là-dessus. Mais c'est drôle. C'est très habile. Il y en a qui ont le temps de faire ça. Ils ont l'argent et les ressources. Moi, j'ai pas le temps de faire ça. Alors, plus je dessine mal. Donc, ici, ce qui arrive, c'est que là, on a plein d'obstacles quand on veut parler sur les OGM. Puis il y a plusieurs de ces obstacles-là, les journalistes aussi les ont. On est à l'ère du lobbying professionnel, exemple. Puis c'est la même chose, évidemment, on parle des OGM, Monsanto sont bons là-dedans aussi, OK? Au niveau des gouvernements. Donc, on est à cette ère-là. Donc, il y a des intérêts qui viennent influencer notre perception, puis nos actions même. Qu'on soit journaliste ou qu'on soit chercheur même. L'ère des corporations professionnelles, je vais vous raconter quelque chose d'assez troublant. Les corporations professionnelles prennent de plus en plus d'espace. Moi, celle à laquelle j'ai rapport, c'est l'Ordre des agronomes du Québec. Jusqu'ici, les professeurs d'université, quand on donne nos cours, on fait de la recherche, on n'a pas besoin de s'occuper de dire, bon, ben, est-ce que je suis dans les plates-bandes de l'Ordre? Il y a une loi omnibus qui est sur le point de passer au gouvernement du Québec, où, même si on ne se fait pas rémunérer, on n'aura plus le droit de parler de plantes agricoles ou de faire de la recherche sur des plantes agricoles si on n'est pas membre de l'Ordre des agronomes du Québec. On est rendu avec vraiment beaucoup d'ingérence des ordres dans les universités, ça s'en vient, ça. Donc, moi, j'avais avisé mon doyen que peut-être que je vais donner mon cours de physiologie végétale maintenant sans parler de plantes agricoles. Je suis à la faculté d'agriculture. Vous voyez le genre de contraintes qu'on a des fois? On est à l'ère du clip, ça, on a entendu parler ce matin. Un exemple, moi, l'exemple le plus frappant que j'ai vécu là-dessus, c'est droit de parole. Vous vous souvenez de l'émission Droit de parole? Avant l'émission Droit de parole sur les OGM, bon, ils m'ont mis d'impôts, évidemment. Je suis pas contre. Impôts. Anne-Marie Dussault, elle m'a appelé. Elle dit là, M. Michaud, on sait que vous expliquez bien, mais ça prend du temps quand vous expliquez. À droit de parole, il y a 24 invités, 12 de chaque bord. Ça dure 48 minutes. Donc, quand vous parlez, il faut que ça dure 15 secondes. Là, je me suis pratiqué toute la semaine. Je disais mes arguments en 15 secondes. J'arrive à l'émission. Je commence à parler quand j'avais le droit de parole. Au bout de 5 secondes, elle commençait déjà à me faire des signes. Ça veut dire, là, M. Pinard veut parler, telle personne veut parler. En fait, j'avais 6-7 secondes. C'était pas facile à vivre. Mon collègue François Poitier est un petit peu plus vieux que moi, lui, puis il est très habile avec ce genre de choses-là. Lui, il était capable de faire les clips en quelques secondes. Il dit, moi, un gène de tomates dans des poissons, ça ne me dérange pas, parce que quand je mange du filetant, je mange des tomates, puis ça arrive en même temps dans ma bouche de toute façon. Ça, c'est une image. C'est vrai, hein? C'est caricatural, mais c'est vrai ce qu'il disait. Mais c'est resté dans la tête des gens. Moi, j'ai pas réussi. Par contre, à la fin de l'émission, c'est toujours plus facile de faire peur que d'expliquer quelque chose. À la fin de l'émission, pendant le générique, il y en a un qui a crié, un activiste qui était dans les camps, « Thalidomide! » C'est quoi le rapport avec les OGM? Il n'y en a aucun. Mais pendant la semaine d'après, tout le monde me parlait. C'est vrai, la thalidomide, on ne savait pas, hein, les risques. C'est ça l'ère du clip. En plus, nous, les chercheurs, en général, on est un peu gris. On est plate. On n'est pas intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant? Quelqu'un qui prend position. Blanc ou noir. Pas gris. Pas gris. Exemple, l'exemple typique. Avec les OGM, on va tous s'empoisonner. OK, qu'est-ce que tu as à dire comme ça, là, le chercheur qui est pauvre? Ben là, il n'y a rien qui démontre ça. On va tous s'empoisonner. Est-ce que le risque est zéro? Le risque zéro, ça n'existe pas. Bon, il n'est même pas sûr de ce qu'il dit. C'est toujours comme ça. Ça, c'est un gros défi. Mais il faut résister à rester comme ça. C'est là pour se motiver, c'est tout au long du temps. Hein? Il faut se dire, c'est à long terme, c'est à long terme. Moi, ça fait 20 ans, ça commence à être pas si pire. Je commence à être pas si pire. Le consensus, c'est peu attrayant. Alors là, qu'est-ce qui arrive? Les OGM, impact environnemental des OGM. Il n'y a pas d'études là-dessus, c'est pas vrai, il y en a 2000. Il y a 2000. Il y en a une qui dit que c'est dangereux, puis il y en a 1999 qui disent qu'il n'y a pas de problème. À date. Celle qui dit que c'est dangereux, bien évidemment, elle est contredite par beaucoup de chercheurs qui disent que ce n'est pas vraiment. Mais, il est brave, lui, c'est David, ça. David contre Goliath. Il faut l'appuyer, peut-être qu'il a raison, on ne sait jamais. En science, ça ne marche pas comme ça. En science, on avance à essayer de démontrer que nos prédécesseurs sont trompés.
Ça fait des années, ça fait 100 ans que les physiciens essaient de démontrer qu'Einstein s'est trompé. De temps en temps, il y en a un qui pense qu'il a réussi, mais ils n'ont jamais réussi. Mais dans le cas des OGM, les quelques études qui nous disent que c'est dangereux, bien, ça a été vite démontré que ce n'était pas vérifiable. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est pas qu'on veut éliminer parce qu'il ne dit pas pareil. C'est qu'il ne dit pas pareil, donc on s'en va tous voir s'il a raison. On essaye de voir s'il a raison. On essaie de le contredire. C'est comme ça qu'on fonctionne. Dans ces cas-là, on a toujours réussi à les contredire très rapidement, très efficacement. Un jour, j'avais Gaston Leroux, il animait une table ronde sur les OGM dans un congrès sur les aliments, l'alimentation. Puis à la table ronde, il y avait moi pour le pour, puis il y avait 3 grands chefs contre. Quand on parle d'aliments, qui que le public écoute? Moi ou les grands chefs? Moi, j'écoute les grands chefs. C'est pas facile. Bon, c'était intéressant. À un moment donné, on réalisait que peut-être qu'avec les OGM, il y aurait des nouvelles saveurs, des nouveaux volatiles, des nouvelles senteurs, des nouvelles couleurs. Alors là, à la fin du débat, il n'y avait plus le même discours. Mais ce que je veux dire, c'est que quand un chanteur que quelqu'un aime dit quelque chose, on a tendance à l'écouter. Quand un grand chef dit quelque chose, on a tendance à l'écouter. C'est bien de donner son avis sur plusieurs choses, mais quand quelqu'un commence à être un petit peu en dehors dans un sujet aussi complexe, il faut faire attention. C'est pas d'être méprisant, là. C'est juste qu'il faut faire attention. Si je vous donne mon avis, je disais tout à l'heure, sur le réchauffement climatique, vous pouvez m'écouter. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec moi, mais dites-vous pas que je vous donne ça comme en tant qu'expert. C'est la même chose sur les OGM. Et évidemment, amplification, sensationnalisme. On a eu un bel exemple avec la grippe H1N1. Vous savez, la grippe H1N1, tout ce que ça a fait, on écoutait à la télé, tous les postes, il y avait des cas vécus, toutes sortes d'affaires. Il y a eu combien de morts au total? Il y en a eu plusieurs, c'est une grippe. Il y en a eu, je ne sais pas, 500 à peu près. Il y en a 5000 qui meurent de la grippe saisonnière chaque année au Canada. Donc finalement, ce n'était pas une grosse affaire, mais ça a été ultra amplifié. Puis quand on parle de sensationnalisme, alors évidemment, il y a des caricatures, là, pour nous survivre aux génies génétiques. Ça ici, c'était pour annoncer une conférence d'un invité anti-OGM à l'Université de Montréal, financé par Greenpeace et Hydro-Québec. Je trouvais ça amusant. Vous voyez, ici, il passe avec sa faux, puis il arrache les têtes. Là. Alors ça illustrait les OGM, mais c'est un peu caricatural. Mais des fois, c'est plus subtil. Ça, c'est une image sur comment on fabrique un OGM dans l'actualité ou 99. C'est pas comme ça qu'on fabrique un OGM. Mais c'est ce qui était écrit. On shoot une tomate avec un liquide, avec une seringue, avec un liquide fluorescent. C'est pas rassurant. Qu'est-ce que vous faites, les chercheurs? C'est ça. Bon, j'aime ça montrer des caricatures, mais il y en a plein de ça, plein. Même des fois à un niveau beaucoup plus spécialisé. Ça, c'est un article que j'ai publié avec mon collègue Antoine Régis de l'Université Laval, Conrad-Cloutier. On s'intéressait aux effets imprévus d'OGM développés contre les insectes sur d'autres insectes. Donc, ça, c'est une question importante. Dans le cas des OGM, il y a eu dans le débat public, il y a eu la question du papillon monarque qui se faisait attaquer, qui mourait à cause du maïs BT, bon, toutes sortes de choses. C'est une question, quand même, qui est pertinente. C'est quoi les effets? Puis nous, on avait démontré dans cet article-là qu'il y en avait des effets inattendus. On avait testé non seulement des OGM, mais aussi des non-OGM. Quand ça a sorti, Nature, il y a un gros journal scientifique, hein, qui ont aussi c'est un magazine, c'est pas juste des articles, c'est un magazine scientifique, qui ont une tangente assez anti-OGM. Ils nous ont appelés, trouvaient ça intéressant. Vous avez trouvé des effets inattendus. Vous qui, normalement, trouvez ça intéressant. Là, on leur a expliqué que oui, c'est vrai qu'il y a des effets inattendus, toutes sortes de choses qu'on ne peut pas prévoir à l'avance, c'est complexe, mais que ce n'était pas juste les OGM. Quand ils ont réalisé que ce n'était pas juste les OGM, ils ont décidé de ne pas écrire là-dessus. Ah, ben non, ben finalement, non, c'est moins intéressant. Donc ça a eu un impact sur nous. Ça nous a fait réfléchir. On s'est dit, coudonc, même dans nos propres articles spécialisés, ils viennent et ils veulent nous faire dire des choses. Et ça, c'est un autre exemple, une couple d'années plus tard, où on étudiait l'effet d'une protéine qu'on mettait dans une plante transgénique pour contrôler le lodorifère, la pépite, la patate, sur un prédateur naturel utilisé en biologie. Puis on avait montré là-dedans que ce qu'on faisait exprimer dans la plante transgénique se rendait dans le prédateur naturel via la proie. Donc il y avait de l'interférence de l'OGM sur un organisme non visé. Et moi, j'avais écrit la première version de l'article ici, puis je disais qu'il y avait de l'interférence. Mon collègue m'appelle et dit, plutôt que de dire qu'il y a de l'interférence, peux-tu dire à la place qu'il s'adapte parce qu'il s'adaptait? Vous voyez, ça a joué sur notre façon de présenter les choses. Puis je trouvais qu'il avait raison sur juste le titre. En fait, les données, on montrait qu'il y avait de l'interférence, mais ça s'adaptait. Il dit, oui, mais on va se faire attaquer avec ça. On va se faire un peu manipuler. Donc, nous, on a manipulé le titre. Vous voyez jusqu'où ça peut aller des fois?